Bonjour Olivier, Bonjour Amandine, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Olivier Chambon. Donc Olivier est médecin, donc c'est un psychiatre et un psychothérapeute. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur les psychothérapies, les états modifiés de conscience et sur les expériences de mort imminente. Donc là, je vous mets à l'écran quelques livres qu'il a écrits, sachant que les deux autres sont ici avec moi. Je vais te laisser te présenter. Bon, bah écoute, tu m'as déjà en partie présenté en disant que j'étais médecin psychiatre et psychothérapeute. Et Mhm. disons que je me suis spécialisé progressivement dans les psychothérapies utilisant les états modifiés de la conscience, qui permettent des choses ou qui développent des ressources que les méthodes en état normal rétréci de la conscience ne permettent pas de faire. Voilà. D'accord. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'en me formant tout bêtement l'EMDR est une technique qui met en état élargi de conscience par les mouvements oculaires rapides, qui est très utilisée en psychothérapie pour les traumatismes. Je me suis aperçu qu'il y avait des choses assez extraordinaires qui se passaient, donc je me suis formé en hypnose. Me formant en hypnose, je me suis encore aperçu d'autres choses extraordinaires, donc je me suis entre guillemets formé, enfin j'ai fait différentes formations chamaniques, ce qui m'a amené ensuite aussi au psychédélique et à m'intéresser beaucoup à la conscience, parce qu'en parallèle, je faisais du yoga, la méditation, etc. Donc, je me suis intéressé à tous les niveaux, intellectuels, mais aussi physiques et pratiques, à ces propriétés très intéressantes des états modifiés, mais on est toujours en état modifié, donc on aurait des états élargis de la conscience. D'accord. Ok. Eh bien, merci pour cette présentation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu as déjà répondu à l'une des questions que je me posais. Je me demandais qu'est-ce qui t'a fait te diriger justement vers les psychédéliques en particulier. Euh, Donc en fait, c'est l'expérience personnelle que j'ai eue au cours de différentes formations qui m'a progressivement amené à m'intéresser de plus en plus et être alors à la fois, on pourrait dire fasciné dans le sens pas où j'en perdrais mes mots et mon intelligence, mais fasciné, c'est-à-dire très très intéressé et très curieux de découvrir quelque chose dont on parle jamais dans les études de médecine classique conventionnelle qui se font selon un modèle matérialiste. Hein. Il y a deux modèles principaux, enfin j'écarte le dualisme pour rester simple. Il y a le modèle qu'on appelle matérialiste qui dit que la matière est à l'origine de tout et que l'énergie et la conscience ne sont que des épiphénomènes, des émergences, des contingences, c'est-à-dire c'est pas forcément obligatoire, on aurait pu s'en passer. Non mais et alors que le modèle dit de l'idéalisme analytique, on peut dire ça comme ça, ou du monisme idéaliste, dit que la conscience est première, tout vient d'un grand champ de conscience originelle, et tout le reste, c'est-à-dire les petites consciences que nous sommes, sont issues de dissociation, différenciation de ce grand champ, et tout le reste ne sont que des états de la conscience. La matière n'est qu'un état de la conscience, un état ok. particulier. Et ce modèle explique beaucoup plus de choses quand on regarde les phénomènes subjectifs qui se passent pendant les états élargis de la conscience. On ne peut pas les expliquer par le modèle matérialiste, mais on peut très bien les expliquer par le modèle idéaliste, moniste, enfin ou idéaliste analytique, peu importe. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, qui m'a amené à m'intéresser aussi ce modèle en philosophie, avec ses D'accord. différentes variantes. Hein. On peut aussi parler de panpsychisme, Mhm. ou d'idéalisme neutre à double aspect, ou enfin de cosmopsychisme. Enfin, il y a plein de termes mais qui se regroupent autour du fait que la conscience est première et que tout vient de là. Et quand on prend des psychédéliques et qu'on élargit la conscience, on s'aperçoit que ce modèle fonctionne terriblement bien. Et tu as montré le livre que j'ai fait, la couverture jaune, euh, l'éveil psychédélique. Je développe, mais c'est pas que moi, hein, c'est suite à lecture, expérience, rencontre, un modèle en 6 niveaux d'élargissement de la conscience, comme 6 niveaux excentriques, c'est-à-dire un petit cercle qui est le niveau de base, et puis des cercles qui s'élargissent et puis qui correspondent à différents niveaux, et qui permettent de mieux classer, voilà, en haut à gauche, qui permettent de mieux classer et de mieux comprendre comment ça s'enchaîne les différentes expériences subjectives lors de la prise d'un psychédélique. De la plus faible à la plus forte, enfin la plus faible, la moins élargie à la plus élargie, quoi. Alors avant que j'oublie, je vais juste faire un topo.
On ne dit à personne d'aller prendre des psychédéliques, c'est Bien sûr, oui, interdit en en France, c'est France. interdit, ouais. On va le dire, on va le redire, hein, parce qu'on ne sait Bien sûr. jamais. Donc en France, c'est interdit. Donc cette vidéo, elle a pour but D'informer. juste, voilà, d'informer de ce qu'il existe, parce qu'il ne faut pas le nier, c'est là, voilà, ça Ouais, ouais. existe, ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, c'est vraiment à titre d'information. Tout à fait. Et si on parle d'informations de base, et qu'il faut savoir, c'est que les psychédéliques ne sont pas des drogues. Voilà, c'est ça. Psychédélique, ça veut dire psyché délos, c'est-à-dire qui révèle l'âme. C'est-à-dire qu'il Voilà. montre en fait ces champs de conscience moins rétrécis que notre ego ne propose et qui permet d'aller plus loin et de se relier à d'autres consciences, voire même à la conscience source, on va dire. Et D'accord. donc, c'est pas des drogues. Pourquoi? Parce que les drogues, sont dangereuses et nocives, c'est-à-dire il peut y avoir une toxicité physique ou mentale. Alors que le psychédélique, alors, pris dans un bon cadre, et on y reviendra à ce que c'est que le bon cadre, pris dans un bon cadre, à dose pure, etc., avec des accompagnateurs, etc., ne sont pas dangereux. Et il n'y a pas de dose létale, il n'y a pas de dose, sauf une très petite frange des psychédéliques, enfin des plantes psychédéliques qui sont la datura, la juscam, etc., enfin des plantes, disons, qui jouent sur le Très système particulière. parasympathique, très Ouais. particulières, que personne n'utilise dans les recherches et Voilà, que c'est ça. parce qu'elles sont dangereuses. Mais tout le reste, il n'y a pas de dose létale. Ou alors faudrait, les Faudrait gens qui prennent abuser, abuser, l'ayahuasca, il abuser. faudrait qu'ils prennent 15 litres. Alors 15 litres Ouais, d'ayahuasca, pour ceux qui savent ce que c'est que déjà rien que ça, c'est pas la peine, là. Ils y arriveraient pas. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas se suicider avec de l'ayahuasca. Euh, d'accord. Ok. donc les psychédéliques, donc, alors déjà ne sont pas toxiques, ils ne rétrécissent ou n'obscurcissent pas la conscience, mais au contraire l'élucident, la rendent plus forte, plus vivante. Ils ne créent pas de dépendance physique ni psychique. Mhm. Au contraire, les psychédéliques sont utilisés pour traiter des dépendances qui sont autrement très difficiles à traiter. Par exemple, les psychédéliques sont utilisés pour traiter les dépendances à la cocaïne, à l'héroïne, à l'alcool et à la nicotine. Et avec succès, il y a eu des études déjà publiées assez nombreuses maintenant. Donc, et troisièmement aussi ou quatrièmement, je sais plus, les psychédéliques, contrairement aux drogues, le but n'est pas d'atteindre un plaisir immédiat et rapide, et puis c'est tout. Parce que les psychédéliques, ça peut être difficile, l'expérience. Il peut y avoir une descente, entre guillemets, aux enfers avant de remonter aux cieux. Mhm. Enfin, il peut y avoir on peut côtoyer nos ombres, comme dirait Jungien, ou notre inconscient douloureux, ou l'inconscient collectif douloureux, avant de vivre des expériences d'extase, ou de lumière, ou d'amour, ou de compréhension globale de la nature de la réalité, etc. C'est pas un voyage facile. Ceux qui disent que c'est des paradis artificiels n'ont jamais pris, parce que au départ, ça peut être tout sauf le paradis. Donc c'est difficile, mais c'est un peu comme les médicaments. Souvent, les plus amers sont les plus efficaces, alors que les plus sucrés, c'est souvent les placebos. mais mais ce que je voulais dire, donc, c'est ça la différence aussi. Et puis ça aussi, ça n'agit pas tout à fait sur les mêmes Récepteur. neuromédiateurs, Ouais. c'est-à-dire les hormones ou les produits chimiques qu'on a à Mhm. la tête. Mhm. Les drogues, ça agit surtout sur la dopamine, qui est le médiateur du plaisir à Mhm. court terme, qui peut créer une dépendance. Alors que les psychédéliques, souvent, ça agit sur d'autres, enfin pratiquement toujours, ça agit sur d'autres neuromédiateurs, ou quand ça agit sur la dopamine, ce n'est que partiel, et ça agit surtout sur d'autres systèmes. Donc, Ça agit il y a sur quand la même sérotonine. voilà, ça agit Pardon. sur la sérotonine, mais pas que, hein, parce que souvent les D'accord. psychédéliques, il y a les récepteurs sigma aux opiacés, il y a les récepteurs noradrénergiques, il y a les Mhm. récepteurs enfin au GABA, enfin, etc. Enfin bref, il y a plein d'autres récepteurs qui agissent avec les autres psychédéliques. C'est pas forcément. C'est vrai que les psychédéliques classiques, c'est-à-dire LSD, champignons, psilocybine, à psilocybine, hein, donc c'est la psilocybine qui est efficace. DMT, dont l'ayahuasca, etc., pour dire les principaux, agissent surtout sur les récepteurs à la sérotonine dans le cerveau. Mhm. Mais c'est pas le seul moyen, hein. Les autres agissent sur d'autres récepteurs et on arrive quand même exactement au même phénomène d'élargissement de la conscience, exactement au même tronc final commun de l'expérience spirituelle psychédélique. Donc Mhm. ça dépend pas du récepteur, ça dépend. Les psychédéliques ne font qu'ouvrir sur des clés qui font couvrir des portes. Et ce qui se trouve derrière la porte, dans la salle, c'est pas le psychédélique qui le crée. Ça, on dit, c'est un peu D'accord. comme un microscope. Ça permet de voir Ouais. les bactéries qu'on voit pas autrement, mais c'est pas le microscope qui crée les bactéries. Donc, l'expérience psychédélique n'est pas une hallucination créée de toutes pièces par les psychédéliques en bouleversant les neurones et en faisant qu'on croit à n'importe quoi, pas du tout. Donc, Mhm.
Donc, si on veut regarder que les psychédéliques sont pas des drogues, c'est très important parce que sinon les gens vont dire ah mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'apologie de drogue, mais mes enfants ils vont prendre de la Mmh. drogue, ils vont mourir. Non, Ouais. non parce qu'il y a 4 fake news, il y a 4 fausses nouvelles sur les psychédéliques qu'il faut connaître, qui ont été vraiment répandues à partir des années 70 et qui sont en train maintenant d'être totalement contestées par la recherche. C'est un, ils seraient inutiles, faux. Ils sont utiles dans un certain nombre de pathologies dont on peut parler Mmh. après, Mmh. pathologie mentale ou pathologie physique. Deux, on disait qu'ils étaient dangereux, faux. Dans une bonne condition d'usage, il n'y a pas de danger, ou très peu, ou très maîtrisé, pas plus que d'autres médicaments, on va dire, pas plus que prendre sa voiture et puis de risquer un accident. On continue à la prendre quand même. Il suffit d'avoir un bon code de la route et d'être prudent. Mmh. Euh, Trois, on disait qu'ils étaient addictifs. Non, ils ne le sont pas, au contraire, j'ai dit. Et quatre, on disait que la meilleure façon d'en protéger la société, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'en protéger du coup, c'était de les interdire. Faux. L'interdiction crée, donc la prohibition crée une mafia, crée des mauvaises conditions d'utilisation, crée la possibilité d'accompagner les gens ou de faire de la prévention primaire pour éviter qu'ils fassent n'importe comment et qu'ils aient des accidents du coup. Hein. C'est comme s'ils disaient, comme la voiture est dangereuse, maintenant, on va interdire qu'il y ait des auto-écoles et des moniteurs qui, Ouais, oui, ça n'a bah pas de oui, bah, ce sera sens. pire. Ce sera pire Mmh. parce que les gens, ils feront ça en cachette, mais sans Ouais. avoir pris de cours. Donc, euh, je te laisse poser d'autres questions. Ouais. Non, je voulais dire, pourquoi du coup, selon toi, ils sont interdits? Est-ce que c'est justement pour pouvoir, bah, j'allais dire manipuler le peuple, mais c'est surtout dans le sens où on ne s'exprime pas comme on devrait, en fait? Alors, on pourrait avoir une sorte de théorie, pas complotiste, parce que il y a toujours eu des complots dans l'histoire, de toute façon. Oui, Mais, de toute façon, c'est mais je vrai veux que dire ce dans serait l'histoire, complotiste de c'est dire qu'il vrai n'y a pas de qu'à complot. Mais... ouais. Alors, non, mais pour te dire, il y en a qui disent effectivement, on pourrait penser qu'effectivement, comme c'est des molécules qui augmentent la conscience, donc l'esprit critique, Mmh. donc la libre détermination des individus, donc la lucidité, donc les gens sont moins conditionnables, sont plus résilients, plus autonomes, plus indépendants, etc. Ce qui est vrai. Et puis quand quelqu'un regarde un journal télévisé ou un débat politique sous psychédélique, il te dit mais c'est pas possible. Mais d'habitude j'avale ça. Mais tu en ris aux éclats quoi. Enfin bref. Alors il y en a qui disent justement que et puis que ça a favorisé à une certaine époque les mouvements féministes, les mouvements comment des minorités ethniques, anti-guerre du Vietnam à l'époque. Donc ça a été interdit Oui. parce que ça donnait un style de vie plus dans la coopération, love and peace. On consomme moins, on se contente plus de coucher de soleil, de hugs, des choses comme ça. Ben, ça arrangeait pas du tout ni ceux qui veulent nous prendre notre argent, ni ceux qui veulent nous prendre notre esprit. C'est ce qu'on a dit à une époque. Moi, je crois qu'il y a du vrai, mais je crois que surtout ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les psychédéliques, dans les années 50-60, qui sont surtout développés dans leur pratique aux États-Unis, mais pas que, en Angleterre ou dans d'autres pays, bien sûr, mais aux États-Unis, ça a été massif. Et au départ, c'était les psychothérapeutes qui utilisaient ça. Mmh. Et ils ont fait, on dit, il y a au moins 1000 études et 40 000 patients qui ont été étudiés à l'époque, dans les années 50-60. Donc, faut dire qu'ils ont fait des études, certes, pas avec tous les standards de la rigueur scientifique d'aujourd'hui, mais quand même. Bien sûr. Et ces thérapeutes-là, ils en étaient ravis. Et ils ont montré qu'il n'y avait pas plus d'accidents qu'avec les autres psychothérapies, mais que par contre, il y avait des choses nouvelles qui se passaient et qui étaient très utiles pour l'efficacité du traitement. Bref, ceux-là, ils se sont desservis, mais c'est qu'après, ça a été dans la rue. C'est qu'après, il y en a qui ont fait Mmh. connaître ça aux gens qui ont cherché plus que du divertissement, du plaisir, Mmh. et puis sans connaître toutes les précautions qu'elle va prendre, ni avoir des moyens d'interpréter l'expérience et de la rendre utile. Parce que certaines de ces substances, qui sont des substances utilisées par les chamans, les peuples premiers depuis des millénaires, il y avait toute une technologie à côté, une cosmogonie, une vision du monde, tout un savoir-faire, un accompagnement qui faisait que c'était pas dangereux. C'est un peu Mmh. comme si tu apprenais à conduire, sinon sans moniteur d'auto-école à côté de toi. Bah, tu vas vite à alors que si grâce à ces doubles pédales, le moteur il peut arrêter Mmh. ta conduite et puis reprendre la main quoi. C'est ça. Bah c'est un peu comme ça quand il y avait des chamans ou des prêtres ou enfin des domaines spirituels qui accompagnaient dans les écoles à mystère d'Éleusis par exemple en Grèce antique qui accompagnaient ces gens qui prenaient, il y avait moins d'accidents, pas d'accidents. Tandis que si tu fais ça tout seul dans ton coin ou mal accompagné ou sans savoir si la substance est pure, sans savoir la dose, enfin bref, sans savoir quoi faire quand il y a une expérience un peu difficile pour la transformer en quelque chose de positif ou de thérapeutique, bah tu passes par des sacrés mauvais moments. Donc si tu à partir du moment où ça a été fait dans la rue sans accompagnement et sans cadre médical ou psychothérapeutique ou même spirituel, les gens ils ont fait n'importe quoi. Donc il y a eu quelques accidents. Et je dirais vu la puissance de ces substances, il y a eu vraiment que quelques accidents. Ouais. Mais alors évidemment, ça a été monté en épingle par la presse, Mmh. etc. Parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils n'en avaient pas forcément pris. C'est vrai, ça peut être simplement de l'ignorance hein, et de Mmh, mmh, mmh. l'affolement. Il n'y a pas besoin forcément de parler de complot politique. Oui, c'est clair. Mais il y a sûrement eu aussi de la part des lobbies du tabac et de l'alcool une concurrence déloyale parce que là, ça faisait l'inverse de ce que ça faisait. Au lieu Ça leur d'abrutir, fait de la mauvaise ça pub. éveillait.
C'était pas cher, etc. Bref, et ça rendait pas les gens fous et stuporeux et passifs, ça les rendait actifs. Donc c'est vrai qu'il y a sûrement eu ça. Mais disons, je pense qu'il y a eu un affolement général des, des, des pères et mères de famille qui disent, oh, nos enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est des adolescents, de la presse, oh là là, mais qu'il y a eu un accident ou deux, ça peut être terrible. Enfin, il y a eu vraiment une grosse méconnaissance. Et là, en ce moment, on est à une période de renouveau très intense, où là, de plus en plus, dans toutes les revues, pas seulement médicales, mais dans les revues People, dans les revues la presse, hein, on peut dans Le Monde, Nouvel Observateur, en fait, tu peux me dire n'importe quel journal, je pense qu'ils ont tous fait leur article hein, sur la nouvelle médecine psychédélique. Et maintenant, l'enjeu est plus, est-ce que ça va être réservé à des médecins ou à des psychologues ou infirmiers supervisés par les médecins, dans un cadre uniquement pour des malades, ou est-ce qu'on aura le droit de les utiliser, ce qui normalement ne devrait pas être contestable, pour notre propre développement personnel et spirituel, c'est-à-dire le droit qu'on a de disposer de notre conscience, pourvu qu'effectivement on ne fasse de mal à personne. Et il y a une possibilité pour les gens éduqués, les gens qui font ça sérieusement, pour faire une démarche spirituelle au long cours avec un accompagnement psychédélique, je sais pas, une fois tous les trimestres ou peu importe quoi, mais où il y aurait possibilité de vraiment amener un plus haut niveau de conscience à l'humanité. Mais voilà, il faut vraiment s'assurer que ça fasse du mal à personne parce que on peut pas, et c'est normal, tolérer que des gens auraient pris des substances sans savoir s'en servir et puis prendraient la voiture avec, etc. Ce qui est très rarement le cas parce que les gens se rendent compte, hein, surtout quand ils le font sérieusement, ils ne le feraient jamais ça, de prendre la voiture, jamais. Oui, c'est Ça, ça. c'est vraiment par manque d'éducation complète et globale. Hein. Mm. Mais voilà. Ouais. Et du coup, comme on parle déjà finalement enfin, on est déjà dans le cœur du sujet. Quel type de personne serait à même d'en prendre? Alors, je m'explique. Je sais pas, est-ce que, par exemple, disons moi, si j'aimerais en prendre, mais vraiment plus pour l'expérience spirituelle de la chose, Mmh, mais pas en thérapie de, je sais pas, d'anxiété ou de stress mmh. post-traumatique, etc. C'est, on va dire, moi j'en ai jamais pris, hein, donc Oui, oui. je sais pas comment ça se passe, de quoi il s'agit, mais je veux dire, si c'est juste pour une expérience spirituelle, qu'est-ce que tu en penses toi en fait? Alors déjà, effectivement, il y a deux types d'indications. Il y a les indications médicales Mm-hmm. ou psychologiques, par exemple, ce qui est très bien connu maintenant, ce qui a été beaucoup étudié et qui va peut-être d'ailleurs être autorisé sur ordonnance dans certains pays, genre États-Unis, Angleterre, d'ici 3 4 ans. C'est par exemple l'ecstasy ou MDMA pour Mm-hmm. les troubles post-traumatiques. C'est la Ok, psilocybine, donc qui vient des champignons, pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs classiques ok, ou pour certaines toxicomanies, alcool, tabac. ok. Et puis aussi, ce qui va être aussi sûrement utilisé, je suis en train de perdre flûte alors. Donc il y a ecstasy. C'est pas la Euh, kétamine. oui, voilà, merci. Ah ben, tu vois, Mais j'étais pas super. sûre, alors Non, non, mais bravo, bravo. Je m'incline. mais j'ai des notes Bah, aussi bien un petit sûr, peu, bien mais sûr, je très me bien, suis t'as dit bien ça doit bossé. être ça. Oui, la kétamine aussi pour les, voilà, tout à fait pour les troubles Mm. dépressifs aussi résistants aux antidépresseurs de même densité, et aussi dans des toxicomanies. Ça avait été démontré dans les années 90 par un Russe qui s'appelle Krupitsky. Il a montré que des alcooliques ou des patients opiomanes ou intoxiqués à l'héroïne, pardon, héroïnomanes, Ouais, ouais. bénéficiaient d'un traitement à la kétamine et avec des résultats supérieurs à un traitement institutionnel de contrôle, bien supérieurs, alors que ce sont des indications qui sont difficiles à traiter. Hein. L'alcoolisme et l'héroïnomanie, c'est vraiment pas facile. C'est Il y a clair. beaucoup d'échecs dans les traitements. Mm. Enfin bref, donc à part ces indications très médicales, et il y en a d'autres, hein, on peut parler aussi de champignons à psilocybine pour les troubles obsessionnels compulsifs, ou de MDMA, là cette fois-ci pour les thérapies de couple, enfin bref, on Pour les pourrait... pour les Thérapie de TOC couple. aussi, peut-être? Non, je veux dire pour les TOC ou peut-être Alzheimer et les algies et tout ça, ou c'est pas Alors, encore ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre domaine, c'est plus le domaine de la recherche, c'est-à-dire qu'on sait que les d'accord. psychédéliques, Ok. parce qu'ils amènent de la conscience dans le système, et que la conscience, elle est négantropique, c'est-à-dire qu'elle augmente l'ordre et l'information dans un système, donc elle le rajeunit ou elle l'empêche de vieillir ou elle le fait perdurer. Donc, on a remarqué, donc c'est pas étonnant, que les psychédéliques, pratiquement quels qu'ils soient, quels que ce soit ceux qui ont été étudiés, augmentent la neurogénèse et la synaptogénèse.
Neurogénèse, c'est-à-dire qu'ils augmentent la croissance des neurones, et la cinématogénèse, ils augmentent les connexions entre neurones. Et ils diminuent la neurodégénérescence, c'est-à-dire qu'ils empêchent le vieillissement, enfin, ils diminuent le vieillissement et la mort des cellules nerveuses. Donc, oui, déjà, c'est un domaine de recherche, hein, les démences ou le maladie de Parkinson, tout ce qui est neurodégénératif, tout à fait. Mais bon, on l'utilise pas encore tel quel en routine, quoi. Ouais, c'est clair. Alors ça, c'est les indications médicales, juste pour répondre à la question. Et le côté spirituel, après, quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de spirituel, déjà, il faudrait qu'il aille dans un pays où c'est autorisé. Et malheureusement, il y a très peu de pays, parce que même en Suisse, qui sont les plus avancés d'Europe, les thérapies psychédéliques, soit à l'hôpital de Genève, d'institutions psychiatriques universitaires, il y a un service entier pour les thérapies psychédéliques. Et il y a aussi des médecins ou psychologues qui ont le droit en Suisse, mais ils sont triés sur le volet, puis il faut des conditions spéciales de donner des psychédéliques à leurs patients. Mais c'est pour l'instant, c'est que pour des gens qui ont des pathologies et souffrances qui sont pas, qui ont pas été résolues par d'autres méthodes, etc. On peut pas encore prescrire juste pour indication spirituelle. Mais il y a des gens qui se déplacent à l'étranger, par exemple, qui vont au Pérou pour prendre l'ayahuasca, ou dans certains cas en Belgique, en Suisse, en Hollande, peu importe, ou en Espagne beaucoup, ou au Portugal, ça se fait de façon plus libre, moins punie, enfin moins restrictive par la loi. Il y a des gens qui prennent ça effectivement pour leur développement personnel ou impersonnel, je dirais, c'est-à-dire spirituel. Et dans ce cas-là, ce qui prime évidemment, c'est l'accompagnant. C'est l'accompagnement, ça fait peut-être 80% de l'efficacité de la réussite. Ça dépend du type. On appelle ça le set et setting. Le set et setting, c'est la disposition mentale et le dispositif extérieur. Le set, c'est toutes les attentes, motivations, l'humeur du jour, les intentions qu'a la personne quand elle prend un psychédélique. Et le setting, c'est le cadre extérieur, relationnel ou matériel. Relationnel, c'est justement qui est avec elle, comment on s'occupe d'elle, quels sont l'accompagnement est-il d'un type spécialisé, compétent ou pas. Et matériel, c'est ce qu'il y a un lieu qui est discret, adéquat, confortable, sécurisé, rassurant, adéquat, avec enrichi d'objets ou de différentes musiques ou senteurs, enfin bref, qui conviennent à l'expérience psychédélique, avec de la nature, si possible, à côté, ou plus salée pendant l'expérience, mais protégée, bien sûr, hein, pas n'importe où, pas dans un espace public, etc. Enfin bref, il faut tout un ensemble. Puis le mieux, c'est aussi d'avoir une matrice positive. Alors, la matrice, c'est la façon dont l'expérience est conçue et reçue par le milieu social. C'est pas pareil de faire une expérience psychédélique alors que toute la famille est d'accord, puis qu'ils valorisent ça, puis c'est génial, t'as de la chance, tu vas faire un super truc, puis quand ils reviennent, alors, comment c'est passé, oh là là, raconte-nous. Ah ben, j'aime bien, par rapport à une famille, j'espère que tu feras jamais ça, hein. Déjà, ça va tuer tes trucs, et puis si jamais tu fais ça, je te dénonce, hein, parce que j'ai pas envie que tu me meurs non plus. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es folle, non? Oui, alors, c'est pas du tout le même vécu quand on revient à l'expérience publique, si on a une matrice sociale positive ou négative. Et dans les peuples premiers, c'est extrêmement positif. Mais c'est plus large que les psychédéliques. C'est les états élargis de la conscience. Notre société occidentale, moderne, est phobique des états élargis de la conscience. Pour eux, c'est pathologique, ça mène à la folie, ou justement, quand on disait ça peut trop libérer les gens et faire qu'ils aient une conscience supérieure à ceux qui veulent les manipuler, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout apprécié. Alors que dans les cultures anciennes, c'est au contraire recherché, validé, honoré, sacré. C'est compris et conçu comme une source supérieure d'information pour des choses parfois très pratiques. Hein. Chez les peuples chamaniques, c'était pour trouver un troupeau de gibier loin, c'était pour faire disparaître des maladies, c'était pour régler des conflits à l'intérieur de la tribu ou éviter une guerre. Enfin, c'était pour plein de choses comme ça. Le chamanisme, c'était pour des choses très pratiques. Donc, c'était des gens pris au sérieux et du coup sérieux dans leur exercice. Alors que là, nous, on a tendance à croire que c'est juste des jeunes un peu fêlés ou qui en quête de sensations, qui prennent ça et que voilà, c'est dangereux, il faut surtout pas. Non, la vie et les psychédéliques et les accompagnants nous ont pas attendu pour produire des choses très intéressantes, mais pas en France. Voilà, ceux qui écoutez là aujourd'hui, je répète, je suis pas en train de faire la propagande, je suis en train de dire juste d'écrire ce qui existe. En vous disant que là, en France, on n'est pas le droit, vous poserez de la prison et une forte amende, et que voilà, non. Il y a des pays, à vous de les chercher, je veux pas non plus faire trop de publicité. Oui, on va pas faire la liste non plus. Voilà. Tout à fait. Et je voulais juste revenir sur la notion de cet accompagnement, justement. Donc, on comprend que c'est très important. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça va influencer l'expérience de la personne? Disons que si moi j'arrive, je suis accompagnant,
je sais pas, je suis un peu morose aujourd'hui, ça va pas, enfin, c'est pas Ah bah bien terrible, quoi. sûr, Du coup, ah ça bah bien va. sûr, ça va beaucoup D'accord. jouer. Beaucoup, OK. Il faut savoir que quand on est sous psychédélique, on est quand même plus suggestible, plus influençable. On est beaucoup OK. plus sensible. On est même sensible à l'inconscient de l'autre personne en face de nous. Hein, on peut Ouais, capter c'est des vrai. informations qu'on capte pas habituellement. Donc, si l'accompagnant est ambivalent, ambigu, s'il est pas de conduite éthique, s'il s'ennuie, s'il a peur, s'il sait pas bien faire et qu'il s'affole quand l'autre traverse des passages difficiles, ça peut créer un effet de résonance négatif. Donc, effectivement, l'accompagnant, c'est très important. Et souvent, l'accompagnant, il faut qu'il ait pris lui-même des psychédéliques pour savoir ce qui se passe et être en empathie et savoir comment intervenir à ce moment-là. D'ailleurs, même aux États-Unis, dans les formations de la MAPS, qui est une des grandes associations qui essaie de rendre légitime maintenant l'usage des psychédéliques, la MAPS, ils font maintenant une formation de thérapeutes psychédéliques parce qu'ils savent que ça va bientôt se légaliser, donc il faudra des thérapeutes et qu'il n'y en a pas assez pour l'instant, donc ils les forment avant même que ça soit légal, mais ils les forment légalement, bien sûr. Et Mmh. d'ailleurs, ils vont obtenir une permission pour que les gens qui suivent les cours aient le droit de prendre de l'ecstasy, la MDMA, pour déjà savoir un peu ce que ça fait. Et sûrement que dans d'autres formations, ils proposeront aux gens de prendre un peu de kétamine. Je connais un pays où ça se fait, je veux pas dire lequel, où Mmh. les étudiants prennent de la kétamine, mais de façon très protocolaire, avec un médecin qui est anesthésiste qui est présent sur place, etc., etc. Enfin, tout est super bien fait pour que ça soit super sécurisé. Mais voilà, les gens commencent à dire oui, on peut pas demander à quelqu'un d'être un accompagnant de psychédélique s'il a jamais fait l'expérience. C'est comme un guide de haute montagne. Si te dit tiens, je vais vous emmener au sommet du Mont Blanc, puis vous avez déjà fait. Ah non, moi jamais. Moi c'est Ça va pas. j'ai jamais acheté mes chaussures de marche. Avant, j'en avais jamais fait. Je dis, ah bah t'es gentil, toi. On va peut-être chercher On quelqu'un va peut-être d'autre, pas te quoi. suivre. C'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, donc avant, juste pour revenir à ce que tu disais au début, selon toi, peut-être d'ici quelques années, ce serait envisageable des thérapies en France, mais alors je dis bien envisageable, mais ce serait vraiment très, très encadré. Je sais pas, est-ce que ce serait Oui, réservé à très l'hôpital? encadré, réservé à cadre J'imagine qu'on médical, n'aurait ouais. pas ça en officine, par exemple. Enfin, je sais pas Non, comment tu vois non, la alors, chose. oui, oui, non, 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 je pense que ça sera toujours, enfin, en France, en tout cas, dans un premier temps, pour qu'il peut durer longtemps, l'officialisation, la légalisation sera faite, à mon avis, d'après ce que je vois, pour des raisons médicales. Donc, tu pourras pas C'est ça. aller voir ton médecin généraliste en disant, voilà, j'aimerais bien explorer un peu plus ma Oui, non, c'est conscience, clair. et j'aimerais que vous me prescriviez un psychédélique, du LSD, par exemple, pour pouvoir explorer la conscience. Et puis, quand tu à la pharmacie, ah, d'accord, ben voilà, du LSD, voilà, etc. Là, Oui, c'est presque de la science-fiction, hein, ou de la conscience-fiction, on va dire. mais si c'est déjà, enfin si le mettent déjà en place en tout cas pour Oui, moi, je pense que ça des va déteindre. thérapies, c'est déjà Voilà. Je quelque pense chose. on n'arrive pas à arrêter la conscience avec un C majuscule. De même qu'on n'arrive pas à contenir l'océan. On n'arrive pas à arrêter une rivière ou avec juste ses bras comme ça, elle est plus forte que nous, elle déborde. Je pense que même qu'une fois que ça sera légalisé dans un cadre médical, dans une point de vue biologique, ils vont rester matérialistes, ils vont dire que non, la conscience c'est juste un artefact de la matière. Même en restant là-dedans, il y a des patients qui vont avoir des telles expériences qu'ils vont en parler à leurs proches et tout. Les gens, ah, moi aussi, je vais essayer. Eh ben oui, mais tu peux pas, il faut que tu sois malade. Ah, bah non, hein. Bon, je C'est pense ça. que il va y avoir un milieu, un background un underground, pardon, un underground qui va augmenter. Mais les revues du grand public vont sans arrêt dire, ah ben voilà, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, ça va s'assouplir dans la tête des gens et des législateurs. Et un jour, peut-être qu'il y aura une tolérance, comme ils ont fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait decriminalize nature, décriminaliser la nature. Et Mm. donc, maintenant, dans 101 États, je crois, dans une centaine d'États, pardon, il y a le droit de villes, centaines de villes, pardon, aux Aux États-Unis, États-Unis, où ouais. ils ont le droit d'utiliser, de façon strictement personnelle, sans faire de revente, des produits naturels, c'est-à-dire comme cactus, Mhm. ayahuasca, champignons, et voilà, ça, dans 100 villes américaines, et c'est en train de s'étendre. Parce qu'ils se disent c'est des produits de nature, il n'y a aucune raison de rendre criminels des produits de nature, pourvu qu'effectivement on s'en serve de manière non toxique pour soi et pour les autres. Mm. Donc quand on voit ça, ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont le droit aux États-Unis de s'en servir à un niveau spirituel. Deuxième porte ouverte, c'est qu'aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, mais surtout aux États-Unis, il y a des églises, des mouvements religieux qui ont le droit d'utiliser des Mm. psychédéliques. Par exemple, l'union d'un végétal ou euh,
ou le Santo Daime, qui sont des églises d'origine brésilienne, qui se sont implantées aussi aux États-Unis, dans d'autres parties du monde, où les gens ont le droit de consommer, je crois que c'est 2 fois par mois, de l'ayahuasca Ah dans ouais. des cérémonies, des messes, en groupe, etc. Et même les enfants peuvent participer. Ou alors aux États-Unis, il y a aussi le Native American Church, c'est-à-dire l'église des natifs d'Amérique, c'est-à-dire des Indiens, qui ont le droit de consommer du Mm. peyote, Ah oui. donc de la mescaline, du coup, ce qui est contenu dans le peyote. Et c'est pas interdit légalement. Donc il y aura peut-être des néo-églises comme ça qui auront le droit petit à petit, parce que ça sera plus rassurant, ce sera dans le cadre d'un culte, avec des limites, avec un groupe qui va réguler les choses. Ouais. Donc ce sera peut-être moins effrayant pour les pouvoirs publics. Et Mm. peut-être qu'un jour on aura, puisqu'on est en Europe, un néo-Éleusis ou Éleusis 2.0, l'école d'initiation des mystères grecs où ils prenaient du LSD, hein, c'était démontré maintenant. Euh, et peut-être les paléochrétiens, les 3 premiers siècles après Jésus-Christ, la communion, l'Eucharistie, c'était avec des psychédéliques. Il y a de fortes chances. Il y a des archéobotanistes, archéochimistes qui ont travaillé sur le bassin méditerranéen, qui ont montré que c'est très répandu, qu'il y avait plein de substances psychédéliques utilisées à cette époque-là. Bref. Et Et même dans la Bible, je crois, à un moment, oui, oui, il Dans la faisait. Bible, mon ami Stéphane Schinger dit qu'il y a, Ok. alors je ne vais pas dire de bêtises, entre je sais plus 680 ou 410 plantes psychédéliques qui sont Ah oui, oui, psychotropes, oui. en Bah, tout cas, qui sont citées. Donc oui, bien sûr, mm. Moïse aurait eu ses visions et ses 10 commandements grâce à en inhalant des fumées d'un buisson d'acacia qui flambait et ça dégageait de la DMT. Parce que l'acacia, il y a beaucoup de la DMT qui est une substance psychédélique. Enfin bref, il y avait plein de choses là-dessus. Enfin bref, il y aura peut-être des voies de dégagement comme ça, ou peut-être des centres agréés de développement spirituel où les gens pourront venir prendre en étant accompagnés dans le cadre d'un suivi logique et rationnel. Enfin, peut-être, mais c'est pas demain parce que dans l'esprit des médecins qui sont en train de reprendre en main les psychédéliques et des législateurs, non, non, ça restera chasse gardée pour nous. Et les laboratoires qui veulent les commercialiser avec des packages manuels d'utilisation plus, comment dirais-je, euh, pas priorité, comme on a vu ça, quand quelqu'un seul le droit de faire ça. Enfin, ils auront seul le droit de synthétiser d'une certaine façon les psychédéliques Ouais. et ils les vendront à un certain prix très cher que pour des indications sur ordonnance. Je pense que ça sera bien au départ Bien allez, cadré. bien cadré. Et Mm. il y a certaines personnes qui n'auront pas intérêt à ce que ça déborde de ça. Mais il faut faire confiance à la conscience, à la force des psychédéliques, à l'intelligence collective, et puis pour que finalement ça déborde, mais dans le bon sens, ça déborde en redevenant bordé autrement, quoi, en Mm, étant plus large, dans un contexte plus large. On verra. mm. Ouais, on verra. Après, derrière, c'est pareil, il faudra du coup former des gens, enfin Voilà, former des accompagnants tout à fait. des Alors nous, psychothérapeutes ou je sais pas, avec ou un quelqu'un certain qui a nombre de, déjà pris. ouais, avec des francophones, c'est-à-dire québécois, suisses, belges, français, Mhm. pour l'instant, on a commencé à monter je n'appelle pas une formation totale, parce que c'est une information en profondeur à la thérapie psychédélique, mais qui est réservée aux gens qui sont déjà dans le soin. Ça Ok, s'appelle d'accord. Antea, Antea.ca. Antea, c'est Entea, Ok. Antea.ca, comme Canada. Ok. Et là, il y a déjà eu une session qui a été faite, il y a eu une deuxième qui a été faite en mai, et on appelle ça plutôt une introduction en profondeur. C'est-à-dire que, Mm. effectivement, former des gens de zéro, ça, c'est pas possible. En tout cas, pas, on n'a pas cette ambition. Il faut déjà des gens qui soient psychothérapeutes quelque part, parce que déjà, c'est déjà toute une formation. Ouais, puis il y a Et déjà quand même. même pour un Ouais. psychothérapeute, être psychothérapeute transpersonnel, c'est-à-dire qui agit sur les états élargis de la conscience, Mhm. et psychédique, c'est Ouais. toute une autre formation, ça prend Mhm. plusieurs années même à la limite. Ah bah Donc oui. on est là plutôt pour commencer à mettre le pied à l'étrier, pour commencer à donner des bases, pour quand plus tard il y aura des formations plus importantes, que les gens aient déjà cet acquis. Ce Mm. piédestal, enfin ce credential, comme ils disent les États-Unis, c'est-à-dire j'aurais déjà eu un petit certificat, quoi. J'aurais montré que je me serais intéressé, puis que j'ai quelques bases. Ça pourra servir à accéder plus facilement à des grandes formations. Mm. Donc on a ça pour les gens qui sont impliqués et qui voudront un jour devenir thérapeutes psychédéliques quand ça sera autorisé en France. Mais ça l'est déjà en Suisse. Donc Mm. le module qu'on fait, ça peut être déjà utilisé dans certains pays, alors qu'en France, ça peut juste être comme une introduction et pour plus tard quand ça sera légal. Ouais, d'accord. Ok.
Et je pense maintenant aux personnes, ben, par exemple en Suisse, qui du coup prennent des psychédéliques pour la thérapie. Est-ce que avant ça, est-ce qu'il faut déjà avoir fait un travail sur soi-même? Ah oui, vaut mieux. Ben bien sûr, Parce parce que si vous avez des gros traumatismes émotionnels non résolus, ben ils vont survenir lors de l'expérience. Alors, ouais, tant mieux, ça les retraite en même temps, mais quelque part, si vous voulez aller plus loin avec l'expérience par uniquement surnager, barboter et souffrir et enfin guérir de vos traumatismes, il vaut mieux l'avoir fait avant. Ça réserve l'expérience psychédélique à quelque chose pas de d'autre chose encore du plus coup. haut au niveau de dilatation de la conscience et au niveau spirituel. De même que si vous avez des blocages énergétiques ou physiques, il vaut mieux les avoir travaillés par différents types de médecine énergétique que d'être avec ou par des psychothérapies psychocorporelles. Il vaut mieux les avoir travaillées parce que sinon ça va grésiller dans les tuyaux, parce que quand vous prenez un psychédélique, ça amène un flux d'énergie et de conscience et ça augmente votre niveau de vibration. Donc si vous avez des stagnations, des blocages, c'est comme si dans un tuyau il y avait un truc qui Ça bloque, les empire en fait, c'est encore pire. ça fait augmenter la pression. Oui, alors après ça finit par passer avec l'aide du thérapeute. Oui. C'est pour ça qu'il faut très bien accompagner pour D'accord. sinon et pas résister, puis au contraire savoir comment traverser ça. Mais c'est sûr que si vous êtes tout bloqué énergétiquement, tout rétracté, contracté musculairement et tout, ça va faire un peu plus mal. Donc il vaut mieux déjà avoir travaillé ça. De Ok. même qu'il vaut mieux avoir travaillé ce qu'on a une méta-habileté qui est la pleine conscience, le mindfulness, c'est-à-dire avoir déjà fait de la méditation pour savoir prendre de la distance par rapport aux contenus mentaux et affectifs, pour savoir ne pas se juger, pour savoir garder la position d'observateur sans être pris dans le courant et partir en vrille. Donc ça, c'est très utile d'avoir travaillé de la méditation, par exemple. Enfin, il y a différentes comme ça précautions qu'on peut avoir. C'est bien aussi d'avoir expérimenté des états élargis de la conscience sans substance. Par exemple, J'allais y venir. d'avoir fait de l'hypnose ou d'autres techniques, peu importe, sophrologie, enfin, etc. Imagination active, enfin, des techniques d'imagerie mentale, etc. C'est bien d'avoir déjà exploré un peu son inconscient, subconscient, par la psychanalyse ou une méthode, enfin, psychanalyse, pardon, par une méthode psychodynamique. Parce que psychanalyse, c'est trop passif quand même par rapport à ce qui, enfin, je veux dire, c'est pas que c'est mal, mais je veux dire par rapport à notre but qui est de les gens puissent C'est long. accéder. Voilà, c'est ça. Ce serait long pour devenir encore. Alors là, si on rajoute ça pour devenir thérapeute psychédélique, là, c'est On n'a pas fini. non. Le mec, il commence ses études quand il les a finis, c'est trop tard, il est à la retraite, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. c'est pas la peine. Mais voilà, il y a des choses à savoir. Il faut pas, il y a certaines maladies physiques qu'il faut pas avoir. Hein. Il faut pas être cardiaque, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir des insuffisances cardiaques ou des Oui. problèmes cardiovasculaires, d'hypertension ou des accidents vasculaires cérébraux en antécédent ou de l'épilepsie, du diabète, des maladies hépatiques, j'en passais des meilleurs. Enfin, il y a comme ça. Puis alors pas de psychose au premier dans la parenté au premier degré, c'est-à-dire parents, frères et sœurs et enfants, Oui. pas de troubles bipolaires, pas de personnalité personnalité type narcissique ou paranoïde, Ah ouais. paranoïaque ou borderline. Etc. Enfin, bon, enfin, après, ça devient des questions de psy, c'est-à-dire de spécialisé, hein, pour pouvoir diagnostiquer ça. Mais voilà, faut faire attention. Mais les pieds, c'est des super médicaments, donc ça demande des super précautions. Si vous Mm. apprenez à conduire avec une Formule 1, ben, vous aurez intérêt à aller très, 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 très doucement au départ, parce que sinon, premier appui sur les champignons, bon, dans le mur, dans les graviers, Dans le comme on dit. décor. Dans le Allez hop. décor. Donc c'est pour ça que c'est mieux avec, c'est pas mieux, même je dirais que ne jamais prendre seul une première fois un psychédélique. Ne Mm. jamais prendre seul Mm. une première fois un psychédélique, ça c'est la règle absolue. Vous ne savez pas comment vous réagirez, vous risquez vraiment beaucoup plus que si vous aviez un accompagnant qui ait déjà l'expérience des psychédéliques, puis qui soit disponible, sobre, qui n'a rien pris, Mm. et qui soit là pour vous, pour veiller à votre sécurité, pour vous rappeler que vous êtes sous psychédélique et que donc ça va passer, et donc il faut pas trop s'affoler. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Euh, Quelqu'un de rassurant, ouais, qui sait comment oui, ça pour se tenir passe, la quoi. main s'il faut. Enfin bref, Voilà, ouais. mais ça c'est mais pas en France hein, non plus. Toujours Euh, pas. toujours pas. De toute façon, ce sera toujours comme ça, jusqu'à ce que la loi change. Je sais Du plus coup, quoi le parler. meilleur accompagnant, ce serait le chaman alors? Ben, oui, pas forcément. Ou alors un psychothérapeute transpersonnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait de la psychothérapie, qui intègre les états élargis de la conscience. Il y a des écoles de thérapie transpersonnelle. En OK. France, c'est le CESUM, CES, avec un C majuscule, OK. HUM, avec un H majuscule, CESUM.
OK, C'est d'accord. et là, il y a notamment Bernadette Blin, qui est la pionnière de la thérapie transpersonnelle, qui a écrit des livres sur cette thérapie-là, euh, et puis qui est active dans le Césum. Et ils ont formé des tas de thérapeutes qui ont l'habitude de travailler avec des techniques chamaniques, des techniques hypnotiques, des techniques psychédéliques, etc. Donc eux, ils savent très bien faire. Mais effectivement, on s'oriente vers l'utilisation du savoir des peuples premiers qui ont décrit tout plein de rituels pour accompagner de manière efficace et non dangereuse les psychédéliques, les plantes médecines, comme ils appellent ça. Et probablement qu'un jour, on intégrera des protocoles hybrides, chamanico, transpersonalo, humanistico, hybrides qui vont intégrer tous les savoir-faire de différentes parties du monde, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est Mmh. compatible. On peut utiliser de manière synergique différents apports techniques. Bah, en fait, moi, je me posais la question par rapport, à ça parce que je me dis que quand même, enfin, si on prend enfin, les chamans, il y a enfin, moi, j'ai jamais été au Pérou et tout, donc je sais pas, mais de ce que j'en ai lu, enfin, c'est une tradition, c'est une coutume, c'est Oui, un tout, c'est oui, l'ambiance, c'est le lieu oui. et tout et je me dis que du coup, quand on prend ça à côté, il y a pas quelque chose qui manque. Enfin, je sais pas comment Si, m'exprimer, mais mais c'est pour ça que les accompagnateurs souvent mettent en place des rituels qu'ils ont appris soit en faisant du chamanisme eux-mêmes, soit en faisant de la thérapie transpersonnelle, soit en créant. Parce que quand vous avez déjà pris les psychédéliques et que même il y a des accompagnateurs qui en prennent en même temps qu'ils accompagnent, mais en plus petite dose, hein. Donc ils sont OK. dans un état modifié de conscience aussi, et il leur vient des massages, des vibrations sonores ou des chants ou des techniques corporelles qu'ils inventent. Mais ce que je veux dire, c'est que non, quand quelqu'un a déjà pris le psychique et se pose comme accompagnant, il a déjà développé son propre ensemble de rituels, de façon de faire. Il laisse D'accord. pas les gens comme ça tout seuls avec leur expérience. Voilà. Mais ça demande de la professionnalisation pour que ça soit bien fait. C'est comme tout. Mmh mh. Et jusqu'à maintenant, on professionnalisait pas parce que les gens qui faisaient ça, c'était le milieu underground, c'est-à-dire ils prenaient sur leur propre risque par bonté finalement, pour aider l'humanité, pour faire ça. Donc maintenant, euh, quand ça va se professionnaliser, ça ira plus vite. Il y aura plus de gens bien compétents et bien disponibles pour ça. Mmh. J'ai entendu aussi, enfin j'ai lu que les psychédéliques, oh, je me permets d'en parler parce que je le lis pas souvent, je le vois pas souvent, que les psychédéliques fonctionneraient bien aussi sur les thérapies de couple, mais que ce serait aussi, enfin que ça agit aussi sur le plaisir sexuel. Alors, les thérapies de couple, oui. Ça, Ouais. justement, la MDMA ou ecstasy était un excellent outil. Ok. Parce que la MDMA ou ecstasy, c'est ce qu'on appelle un non-pathogène antactogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire. Antactogène, ça veut dire ça nous met en contact avec nos propres émotions. Ok. Et empathogène, ça nous met en contact avec les Ah, émotions de l'autre. les autres. Ok, ouais. Donc, quand on sent mieux ce qu'on ressent et qu'on peut plus le dire à l'autre et qu'on sent mieux ce que l'autre ressent et qu'on peut plus s'en tenir compte, tout de suite, le dialogue Ah oui, est ça n'a beaucoup rien plus à voir. authentique, beaucoup plus profond. Et quand en plus on sait que l'ecstasy, la MDMA, diminue la peur et augmente l'amour, eh ben on a moins peur de parler, moins peur du jugement et on est plus en train de voir l'essence de l'autre, la beauté de l'autre qu'on avait oublié au bout d'un certain temps. Donc c'est D'accord. un excellent outil pour les thérapies de couple. Bien sûr. Quant à l'énergie sexuelle, alors par contre, l'ecstasy, c'est plutôt, ça diminue un peu l'énergie sexuelle. Ça la répartit sur tout le corps et beaucoup dans le cœur. Donc c'est D'accord. moins dans les chakras du bas. Alors qu'il y a Ok. d'autres molécules, comme effectivement toutes les molécules qui élargissent, qui augmentent l'énergie, ça peut être toutes les sérotoninergiques, hein, les champignons, le LSD, bon, la DMT, vous êtes parti tellement dans des mondes possibles, vous pensez à toute autre chose que ça. Ah, Mais disons qu'il y a des substances, les caténones, par exemple, sont des substances psychédéliques et une série de substances qui sont connues pour augmenter l'énergie sexuelle. C'est ce qu'on appelle le sex chem. C'est d'accord. SEXCHEM, dont on a, depuis Palmade, on a beaucoup entendu parler de chemsex, les gens C'est ne savaient pas vrai. ce que c'était, mais c'est très Oui, connu, c'est c'est vrai. une façon d'utiliser l'énergie qui circule, l'énergie de vie qui circule dans tout le corps, et notamment le long de la colonne vertébrale, la kundalini, comme on dit ça, Oui. et Mhm. toute la force de la libido qui est augmentée comme toutes les autres énergies par certains psychédéliques, et ce qui fait que la personne vous devenez hypersensible aux caresses, au toucher. Il y a une D'accord. excitation sexuelle ou une augmentation de la puissance sexuelle qui peut se faire Mhm. dans le bassin. Et puis surtout, le contact avec l'autre pendant l'acte sexuel est Ouais, c'est décuplé, enfin tout incroyablement est décuplé, quoi. décuplé. Et vous percevez plein Mhm. d'énergie partout dans le corps et vous êtes en Ok. fusion.
Donc c'est du tantra, ça devient du tantra. Ce sont des Ouais. molécules très tantriques, on va dire, hein. Donc D'accord. c'est sûr que là, après, il y a même des milieux hédonistes, pour dire libertins, qui font ça comme ça, mais c'est plus la même recherche. C'est plus Oui, forcément du coup, c'est plus le mais même. c'est Oui, bien ouais. aussi, hein, je veux dire, non, mais dans le sens, on est en train de dire, oui, ah bah oui, d'accord, mais pourquoi pas, ils ont le droit, je veux dire, quel est le Oui, problème? mais non, mais Du moment que chacun fait ce qu'il du veut. moment que ça fait de mal à personne. Oui, Mais c'est sûr que l'énergie sexuelle est une énergie de conscience et de vie très forte, et que l'amplifier à deux sous psychédéliques, c'est comme allumer un grand feu en réunissant deux petits feux qui s'embrasent et qui font un grand feu. Donc évidemment, ça c'est sûr que faut pour les gens qui voudraient essayer à viser ce qu'ils veulent d'ailleurs, parce que j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais c'est sûr que ça peut être quelque chose, une très belle expérience. Et en couple, ça peut créer aussi quelque chose de l'ordre de la thérapie de couple, parce que se redécouvrir sexuellement grâce à une substance comme ça dans un vieux couple, ça peut être surprenant, et ça peut être le début d'autre chose. Peut-être justement le début de dire, bah, il faudrait peut-être qu'on fasse du tantra. Si le tantra, ça fait des choses comme mm, ça peut être l'incitation. De même que dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui sont venus au bouddhisme zen dans les monastères ou dans c'est pas les temples, je sais pas comment ils appellent ça, les centres zen aux États-Unis, parce qu'ils avaient fait du LSD. Et après, ils ont arrêté le LSD, mais ils ont continué le bouddhisme ou la pratique de la méditation. Donc, les psychédéliques peuvent être un très bon premier pas qui vous donne, tiens, ah ouais, ça existe. Ah ben, j'ai envie de me diriger. Je vais le faire sans substance. Comme ça, ça sera légal, ça sera pas dangereux, puis je serai pas dépendant d'une substance. Enfin, c'est pas une dépendance, mais donc j'aurai pas besoin. Et il y a des gens donc qui vont faire du tantra suite à justement des expériences psychédéliques aussi. Donc pour d'accord. dire, c'est pas forcément à opposer. Il n'y a pas forcément de dire ah ben non, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, ça peut être l'un et Ça l'autre. peut être l'un et Pas, l'autre, ouais. pas forcément dans le même temps, mais ou parfois dans le même temps. Il y a des gens qui peuvent faire du tantra sous psychédélique, hein. Et quand vous faites par exemple de la biodanza ou du tantra sous ecstasy, je vais dire, ça doit être génial. Ça doit être vraiment du super tantra, la super biodanza. J'aimerais que on parle un peu de l'ayahuasca. Est-ce que donc ce qui est contenu dans l'ayahuasca, c'est la DMT, c'est bien ça? Alors l'ayahuasca, comme on dit, c'est un mélange de deux plantes, une liane qui Ok, contient des molécules qui inhibent la dégradation de la DMT, et ok, puis une autre plante avec des feuilles qui, elle, contient de la DMT. Donc la DMT plus ce qui inhibe, ce qui dégrade la DMT, ça permet à la DMT rester dans le corps ok, longtemps. Sinon, si vous prenez juste la plante, la DMT, c'est vite dégradé dans le corps et une expérience très courte. d'accord. Donc, Ok. la liane, elle contient des bêta-carbolines qui sont des IMAO, inhibiteurs de la monoamine oxydase, donc qui empêchent la Mhm. DMT de la feuille, du Psychotria viridis, de se dégrader. Ouais, Donc, ça ok, fait des expériences qui durent 4 à 5 heures, 5-6 heures, enfin 5 heures, on va dire en moyenne. d'accord. Et voilà, qu'est-ce Et que je voulais savoir d'autre? on, on vit des expériences plus particulières avec l'ayahuasca ou Disons qu'en général, les plantes qui viennent de la terre offrent des expériences plus ancrées, plus enracinées, justement dans l'énergie et les esprits de la terre. Par exemple, tout ce qui d'accord. vient des champignons, des cactus et de l'ayahuasca vous amène dans d'autres mondes que les substances synthétiques, genre le LSD, LSD. le TCB, l'ecstasy, la kétamine, justement, mais qui vous emmènent dans des choses plus humaines, on va dire. D'accord. C'est logique. Mm. Mais les deux peuvent, enfin les deux types de substances naturelles, végétales et synthétiques, vous amènent dans les 6 niveaux de la conscience dont je vous ai parlé, hein, enfin dont vous avez montré sur le livre L'éveil de la Ouais. conscience. Mm. Mais disons, voilà, il y a cette petite différence qu'on côtoie plus les esprits de la terre ou les esprits de la matière ou un certain type d'esprit lié aux végétaux quand on est dans des plantes que quand on est avec le LSD ou Des choses l'ecstasy ou synthétiques, la ouais. kétamine, où c'est plus des choses, on va dire du monde d'en haut, diraient les chamans, des choses plus des guides, des humanoïdes, des machins, comme la clé DMT par exemple, et des choses humaines, l'inconscient personnel et tout. Mais Mm. c'est valable. Disons qu'il y a un recouvrement, c'est que c'est pas absolu. On peut pas dire les plantes c'est que comme ça et les substances c'est dit que c'est comme Ouais. ça. Les deux peuvent se recouvrir. La preuve, c'est que quand Gordon Wasson a découvert les champignons à psilocybine au Mexique, chez Armazatec, et puis avec la curandera Mara Sabina, Maria Sabina, je crois, ou c'est Mara Sabina, euh, il a découvert au cours d'une velada, d'une veillée, ce que c'était la tradition mazatèque avec les champignons, etc., avec cette chamane, curandera. Il a ramené ça en Europe. Il a donné ça à Albert Hoffman, celui qui avait découvert le LSD, qui a isolé et synthétisé la psilocybine à partir des champignons. Et ensuite, ils sont retournés voir Mara Sabina, donc en Mexique, et ils lui ont donné est-ce qu'elle voulait prendre le côté synthétique? Elle a Ok. accepté.
pour voir si c'était différent entre Ah, OK. le champignon ou bien la molécule tirée du champignon synthétisée. Pour elle, c'était pareil. Donc Ah. c'était pareil, mais c'est quand même parce que la molécule venait d'un être qui venait sur Terre. Donc peut-être c'est pour ça. Je veux dire, mais bon, peu importe. Mais en tout cas pour dire qu'il faut pas trop cliver, parce qu'on a tellement tendance, nous, avec nos esprits, nos mentaux occidentaux et nos esprits très cartésiens, de tout compartimenter, de tout cloisonner, alors que la vie, Ranger dans tes cases, la ouais. vie, elle déborde des compartiments. Elle intègre les cloisons, enfin, ou elle désintègre les cloisons plutôt. Mmh. Et dans votre livre, vous parlez aussi des EMI et vous comparez, enfin tu compares, je crois, les EMI avec tout ce qu'engendre la prise de psychédéliques. Et finalement, je crois qu'il y a 11 ou 12 points, ils sont presque tous similaires, sauf, Oui, sauf deux qui sont essentiels, qui montrent la voilà, différence. Les voilà, deux qui sont essentiels, c'est que dans l'expérience de mort imminente, il y a un moment donné, les gens voient une limite, on leur dit si tu franchis cette limite, tu vas mourir. Alors qu'il n'y a jamais ça avec les ça, psychédéliques. d'accord, Et ok. puis aussi que tous les gens qui rencontrent, les entités, sont souvent des gens défunts de leur famille qu'ils aimaient. Alors que dans les psychédéliques, on rencontre pratiquement jamais des gens défunts de notre famille, mais plein d'êtres d'identités très différentes, de différents mondes. Donc il y a vraiment un qui est spécifique de la mort et l'autre non. Le point commun qu'ils ont, c'est que ce sont des états très élargis de la conscience. Mm. Mais c'est ce qu'on appelle le tronc final commun, ou ce que Aldous Huxley appelait la philosophie pérenne, ou la philosophie éternelle, ou ce que Stes, le spécialiste du mysticisme, appelait ça le common core, le noyau commun central, le Mm. plus petit dénominateur commun, enfin, ce à quoi aboutissent tous les états élargis de la conscience, quelle que soit leur manière d'obtention, par la prière, par la grâce, par le bouddhisme, par la Prise de méditation, par substance ou pas, voilà. voilà, après, je suppose pas, aboutissent au même endroit. Donc, les EMI, de même que par exemple, les trans chamaniques, sont des moyens d'élargir la conscience. Voilà, Voilà, c'est les ça. moyens, souvent non voulus dans les EMI, bien sûr. Oui, parce que ouais, C'est rare c'est bien sinon. sûr, je vais faire une EMI. Donc, ils partagent un certain nombre de points de commun. Mais ça veut pas dire que c'est la même chose. Parce qu'il y a des gens qui disent, les EMI s'expliquent uniquement par des psychédéliques. Non. Ça s'explique par les états élargis de la conscience, quels que soient les moyens biologiques ou non biologiques de les obtenir. Une grande peur de mourir, ce qu'on appelle le fear of death experience, l'expérience de peur de la mort. C'est même pas l'expérience de mort imminente, c'est juste la personne croit qu'elle va mourir, alors que ce sera pas le cas. Mm. Ça peut créer tous les mêmes signes que les expériences de mort imminente, où là, le cœur s'est arrêté, le cerveau ne fonctionne plus, etc. Parce que la conscience s'éjecte du corps et elle a plus du tout les contraintes organiques du corps. Elle perçoit la réalité liée à des grands champs de conscience. Elle a dépassé l'ego, quoi, qui a cru qu'il allait mourir. Donc, juste pour dire une chose, c'est que quand les gens disent, ah, ben, la preuve que c'est la même chose, parce qu'il y a beaucoup d'items de l'échelle de MI qui sont la même chose que l'items, non. Oui, c'est sûr, si vous dites, oh ben, un chien, c'est un chat, parce qu'on a fait passer l'échelle des mammifères, les deux ont quatre pattes, les deux ont une queue, les deux ont deux oreilles, Ah etc. oui, Donc, voilà. c'est les mêmes animaux. Non, c'est pas les mêmes animaux. Ils font partie de la même branche, c'est les mammifères, mais ils ont des caractéristiques distinctes qui fait que c'est pas la même chose. Et ben l'EMI et les psychédéliques, c'est pas parce que les psychédéliques on obtient des phénomènes qui ressemblent beaucoup que c'est que ça voudrait dire que l'EMI c'est juste des psychédéliques qui se déchargent dans la tête au moment où on va mourir. Non, c'est Oui, oui, ouais, simplement la d'accord. conscience qui se détache de ces filtres, qui l'empêche de capter la grande partie de la réalité, de la valve de réduction, comme appelait ça Aldous Huxley, ou le Mm. filtre, le poste radio qui capte que certaines Mm. ondes et pas d'autres. Et quand Mm. on le change, bing, le programme, il contacte des tas d'autres programmes. Et le programme existe toujours même si le poste est cassé. Et si on arrive à mettre sa conscience sur un poste qui fonctionne mieux que celui-là, ben on rentre dans les programmes, peut-être encore plus de programmes si le poste est plus grand. Ben bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il faut pas réduire. C'est dire voilà, ben c'est uniquement une hypothèse matérielle biologique, puisque les psychiques créent ça, d'ailleurs, les psychédéliques ne créent pas ça. Ils ouvrent des connexions pour la conscience. Et c'est la conscience qui crée ce qui se passe et qui stimule les neurones secondairement. Et c'est pas les psychédéliques, hein, c'est une clé. D'eux ne dépend pas ce qu'on va trouver derrière la porte. Hein, je répète, hein, Ouais. je respecte. Ce sont comment on appelle ça en chimie, des produits qui favorisent une réaction, mais qui ne font pas partie du produit final de la réaction. Les Mm. catalyseurs, voilà. Un catalyseur, ça arrive, il y a deux autres molécules, bing, sous l'effet du catalyseur, ça change, et ça fait un produit, mais le catalyseur ne fait pas partie du produit. Ben, les psychédéliques, c'est pas eux qui créent, ils révèlent. Ce sont des révélateurs, des ouvreurs de Mm. portes. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est pas parce que donc ça ressemble que c'est la même C'est chose. la même chose, ouais. Ce qu'aimeraient bien les matérialistes, Les on va tout ranger matérialistes, dans ouais. la biologie, on va tout ranger dans les hallucinations. Le MI, c'est qu'une hallucination liée à un Mm. cerveau qui déraille et qui jette des hormones comme ça sans contrôle. Non, non, pas du tout. Les gens ont une conscience très 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 lucide dans les EMI
au contraire, beaucoup plus lucides que dans la réalité ordinaire, et ils vivent des choses beaucoup plus fortes en conscience que la réalité ordinaire. Donc c'est pas du tout le cerveau. Au contraire, le cerveau est à l'arrêt dans les EMI. Donc on ne peut pas dire que c'est lié Bah à non, des sécrétions d'hormones et de neuromédiateurs. Mm. Voilà, donc oui, j'en parle parce que, alors par contre, ce que je dis, ce qu'il y a le point commun entre les EMI et les gens qui prennent des psychédéliques, ce que j'appelle les psychonautes et les thanatonautes, psychonautes ceux qui prennent des psychédéliques, thanatonautes ceux qui savent naviguer dans la mort, comme les Tibétains apprenaient aux gens avec le livre des morts, ils apprenaient les gens avant leur mort à naviguer dans les bardos, c'est-à-dire les états intermédiaires de conscience dans lesquels on est quand on meurt pour aller vers la pleine lumière, pas rester dans un tomber puis rester dans un monde obsessionnel créé par nos propres névroses avec une peur de Dieu et de démons, etc., ou une attirance pour certaines choses. Non, aller directement vers la pure conscience, quoi. Et ben donc les psychédéliques et les EMI nous apprennent à naviguer dans ces espaces-là. C'est-à-dire quand vous avez appris à naviguer dans les espaces de la conscience et les différents mondes de la conscience de votre vivant avec les psychédéliques, vous êtes mieux armé pour naviguer dans les différents mondes de la conscience, etc. après votre mort en tant que thanatonaute, explorateur de Thanatos, la mort. La mort, ouais. D'ailleurs, on retrouve souvent dans les psychédéliques la notion de mort-renaissance. Mort de l'ego, dissolution de l'ego et renaissance d'un nouvel être. Et c'est pas pour rien. C'est ce que les Grecs appelaient donc la catabase et l'anabase. Avant de monter chez les dieux, il fallait qu'ils descendent aux enfers, chez nos amis les dieux des enfers. Hadès, le maître des enfers, et Perséphone, sa femme, qui tous les 6 mois, je crois, revenait sur Terre avec Déméter, sa mère, parce qu'elle avait été emmenée aux enfers par traîtrise, par le roi des enfers. Et du coup, la mère, quand elle était triste, elle faisait plus germer quoi que ce soit, et donc les dieux se sont réunis et disent, enfin, qu'on lui redonne sa fille de temps en temps, sinon il y aura plus de récolte, les humains vont mourir, et il n'y a plus personne pour nous honorer, nous faire des dons et des offrandes. Donc pas mettre les dieux, quoi. Ils ont vu l'intérêt à... C'est clair. Mais voilà. Et après, pour terminer, là, on va arriver sur la fin. Dans ton livre, tu parles souvent de la conscience avec un grand C et la conscience avec un petit c. Tu peux juste nous expliquer? Oui, parce que le grand champ de conscience avec un grand C originel, d'où tout provient, qui relie tout, qui nourrit tout, on pourrait l'imaginer comme un immense océan illimité et éternel, et de temps en temps, il y a des tourbillons qui se forment. Et ces tourbillons prennent des formes éphémères qui ont l'air d'être différentes de l'océan, qui ont l'air de s'en dissocier. Pourtant, elles sont faites d'eau, elles aussi. Donc, quelque part, elles sont faites de la conscience, mais elles ont l'air de prendre leur petit monde à part. C'est comme l'ego qui crée qui filtre un peu quelque chose et qui crée son propre monde intérieur avec des miroirs qui se renvoient à des images. Il pense, il sent, etc. Il a l'impression il oublie d'où il vient et à quoi il est relié en réalité. Et dès que ça se calme, dès que le tourbillon remonte et s'évase, on revient à l'océan illimité et on pouvait communiquer avec les autres tourbillons autour de nous. Donc il y a du transpersonnel, il y a de l'impersonnel. Donc oui, la petite conscience, c'est la partie de la grande conscience qui a été captée, filtrée, hypnotisée par l'ego et qui se croit seule et sans lien avec le reste. C'est ça la petite conscience. Et quand elle s'élargit, elle retrouve ses liens avec la plus grande conscience ou avec des champs de cette plus grande conscience, des esprits, des mondes, etc. Voire même avec la grande conscience source, ça c'est l'expérience mystique originelle, qu'on appelle d'unité introvertie ou d'unité interne, qui est le sommet de l'expérience mystique, où il n'y a plus que pure conscience. On perd toute identification avec ce qu'on est, et on est complètement distancié des contenus de la conscience, on est pure conscience. Et ça, voilà, il n'y a plus d'ego. Donc ça peut arriver, justement. Et quand ça arrive, c'est souvent associé même dans les essais cliniques, donc très sérieux et tout, avec des matérialistes, ils s'aperçoivent quand ils font des échelles de mysticisme, qui font passer aux gens des échelles, mesurant l'expérience mystique, plus la note était élevée, plus ils ont eu des résultats positifs et durables. Pourtant, dans un programme très matérialiste, quand vous donnez par exemple de la psilocybine à des déprimés résistants aux traitements antidépresseurs, et ben plus les gens ont une note haute aux échelles de mysticisme, plus ils ont bénéficié. Donc ça crée une sorte de validité externe entre l'expérience spirituelle et l'expérience de transformation. C'est lié en fait. Et même s'ils n'ont pas eu une grosse expérience mystique, ils ont augmenté leur capacité de méditation, de mindfulness, de pleine conscience. Ils ont plus de ça a quand même eu un effet. Donc ça a quand même eu un effet, un mini effet mystique à minima. Enfin, ça a eu un effet mystique à minima.
Ok, bah écoute, on arrive sur la fin, Olivier. Je te remercie Merci Amandine pour tes d'avoir questions intéressantes. accepté et d'avoir répondu présent et merci pour tout.